Merci d'être avec nous sur Radio J, édition spéciale évidemment suite à l'élimination par Israël du numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et président du Centre européen d'intelligence stratégique et de sécurité. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Eva. Le Hezbollah a décapité. La frappe d'Israël vendredi, confirmée hier, a donc permis d'éliminer Hassan Nasrallah, réuni apparemment avec tout le commandement du Hezbollah au QG du groupe terroriste à Beyrouth. Première question qui se pose, qui a vendu la mèche ? De nouveau, clairement, ça prouve que les services de renseignement israéliens ont des sources à très haut niveau au sein du Hezbollah, comme ils en ont au sein du Hamas. C'est très clair. Il a fallu de nouveau qu'Israël, que les services de renseignement sachent que Nasrallah serait dans le bunker. La localisation du bunker était connue certainement depuis longtemps. En revanche, il fallait savoir qu'il y serait et évidemment quel jour, à quelle heure pour frapper. Donc ça, c'est clairement du renseignement. Il y en avait un seul qui n'était pas à cette réunion dans l'échelon des commandants du Hezbollah, c'est Abu Ali Rida. Est-ce qu'on a des signes pour savoir si c'est lui qui a vendu la mèche ou y avait-il un informateur en Iran, comme l'affirment nos confrères du Parisien ? Qu'est-ce qui vous semble le plus crédible des deux ? Honnêtement, je ne me prononcerai pas parce que le Parisien a peut-être une boule de cristal, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai pas, et donc je suis tout à fait incapable de vous dire à quel échelon se trouve la source du Mossad et si elle se trouve à Beyrouth ou à Téhéran. D'autant plus qu'à mon avis, il n'y a pas une source, mais plusieurs, puisqu'en fait, on parle quand même d'une opération qui dure depuis des mois et dans laquelle systématiquement ont été éliminés déjà une série de dirigeants de commandants de haut niveau du Hezbollah. Donc il fallait savoir chaque fois où étaient ces hommes, et je ne pense pas qu'une seule source était en mesure de renseigner les Israéliens sur ce point. C'est un travail en réseau, donc il y a certainement plusieurs informateurs. Est-ce qu'ils sont en Iran? Est-ce qu'ils sont à Beyrouth? J'ai tendance à dire ils sont peut-être des deux côtés. Claude Moniquet, qu'est-ce que ça change l'élimination d'Hassan Nasrallah, le numéro 1 du Hezbollah par Israël? Et pourquoi est-ce que c'est un tournant stratégique décisif d'après vous? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, évidemment, Hassan Nasrallah était la cible principale. Mais comme vous l'avez rappelé, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'ensemble de la direction du Hezbollah a été éliminé en quelques semaines. Ça avait commencé par Fouad Shukr le 31 juillet, et puis il y a eu Akil, il y en a eu d'autres, et puis vendredi soir effectivement l'ensemble des survivants. Donc c'est toute l'organisation qui est décapitée, qui perd en un seul coup tous ses chefs. C'est le premier élément. Maintenant, donc ce que ça veut dire, ce premier élément, c'est que cette organisation va devoir totalement se réorganiser, tenter de colmater les brèches si c'est possible, mais ça me semble assez difficile. D'autant plus qu'il semblerait qu'un dirigeant qui avait été désigné pour succéder à Nasrallah, ça doit encore être confirmé, mais il semblerait qu'il ait déjà été victime d'une frappe quelques heures après son ancien chef. Donc, il y a très clairement un affaiblissement du Hezbollah qui est manifeste. Et puis, ce que ça change, c'est que pour la première fois, Israël a frappé non seulement la branche militaire du Hamas, mais également la branche dite politique. Claude Moniquet, est-ce que, avec ce qui s'est passé avec ces opérations successives d'Israël contre le Hezbollah, on peut dire que sa capacité de dissuasion est restaurée désormais ou pas, et comment, auprès de qui? Vous parlez bien sûr de la capacité de dissuasion d'Israël. Bien sûr. Oui, très clairement. On avait eu, tout le monde se rappelle, et d'ailleurs cet épisode-là n'est pas terminé, puisqu'il faudra à un moment donné quand même qu'il y ait des enquêtes publiques.
tout le monde se rappelle des terribles erreurs à la fois du renseignement, de l'armée et de l'échelon politique qui avaient amené au 7 octobre. Toute une série de signaux de renseignement qui avaient été soit qui n'avaient pas été collectés, soit qui avaient été collectés mais ignorés, ou mal interprétés par l'échelon politique et le commandement. Aujourd'hui, très clairement, et c'était d'ailleurs clairement, on s'en rendait compte déjà depuis plusieurs mois, mais très clairement, la capacité opérationnelle du renseignement israélien est pleinement restaurée. C'est incontestable. Ça veut dire que les leçons du 7 octobre ont déjà été tirées ? Je pense effectivement que le Mossad est une organisation intelligente. La communauté du renseignement israélienne dans son ensemble est une communauté intelligente et qu'elle a la capacité effectivement d'analyser très rapidement ses erreurs et de les corriger, oui. Claude Moniquet, on le voit, l'Iran, par l'intermédiaire, je crois, de son vice-président, a fait encore une déclaration hier soir pour dire qu'Israël serait détruit après l'élimination du numéro 1 du Hezbollah. À quoi doit se préparer Israël désormais ? Est-ce que c'est la guerre totale ? Je vais vous dire, je vais faire une réponse de Normand, c'est l'avenir qui nous le dira. L'Iran se trouve dans une position extrêmement complexe. L'Iran, comme d'ailleurs Hezbollah, mais l'Iran ne peut pas rester sans réaction. Hassan Nasrallah, d'abord le Hezbollah est la création de A à Z de l'Iran. L'Iran finance, l'Iran a créé le Hezbollah, l'Iran a entraîné, y compris dans ses écoles militaires, l'ensemble de ses dirigeants militaires. L'Iran finance tous les ans le Hezbollah. Le Hezbollah est la chose de l'Iran. Et Hassan Nasrallah, c'était le proconsul, si on peut dire, de l'Iran à Beyrouth. Donc, c'est un coup, son élimination est un coup direct et une humiliation directe pour le régime des Mollahs. Donc, ils ne peuvent pas ne pas réagir. Maintenant, la question, c'est comment réagir. On peut, et c'est une théorie d'ailleurs que j'entends par-ci par-là, on peut penser que les coups successifs qui ont été portés au Hezbollah, d'une part, évidemment, visaient à, comme nous l'avons déjà dit sur cette antenne, visaient à affaiblir le Hezbollah de manière à rendre inutile une opération terrestre ou à faciliter celle-ci si elle devait avoir lieu. Ça, c'est tout à fait probable. Mais on dit aussi c'est tout à fait probable, c'est-à-dire on a vu des chars qui se massaient visiblement à la frontière avec le Liban. Une opération terrestre, c'est tout à fait probable. Non, affaiblir le Hezbollah, c'était tout à fait probable, soit pour éviter de devoir entrer, soit pour pouvoir rentrer au Liban avec une à moindre coût, je veux dire, à moindre coût en termes de pertes humaines. C'était les deux hypothèses, ça c'est clair. Une troisième hypothèse, c'est que il y a une provocation envers l'Iran. Certains disent dans certains milieux militaires et dans certains milieux d'analystes qu'en fait Israël en touchant Nasrallah, en frappant Nasrallah, veut pousser l'Iran à réagir de manière à avoir le prétexte qui permettrait de frapper de manière décisive les capacités militaires de l'Iran et ses capacités nucléaires. Je rentrerai pas dans le débat, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais la question là, est-ce que l'Iran peut prendre le risque de réagir directement sans risquer une terrible défaite militaire? C'est pas évident du tout. Malgré tout ce qui se dit, armée puissante, grand pays du Moyen-Orient, etc., il est très clair que les capacités militaires de l'Iran ne sont pas au niveau des capacités israéliennes. Merci beaucoup Claude Moniquet, président du Centre européen d'intelligence stratégique et de sécurité. À très vite sur Radio J. À très vite.